mesdemoiselles, messieurs, merci de suivre ce débriefing. Débriefing, c'est le débat de B1 Télévision. Au cœur de l'actualité, le gouvernement réuni en Conseil des ministres qui venait de proposer une révision de la Constitution. À en croire le ministre Médé, porte-parole du gouvernement, il s'agit de modifier les dispositions liées au processus électoral. C'est une sorte de mise à jour en fait. La deuxième actualité, c'est la préparation des élections. La communauté internationale s'invite. Russell Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs et la République démocratique du Congo, conseille, ce sont ces termes, un calendrier global et pas partiel, comme venait de le publier la commission électorale. La troisième actualité, la RDC qui veut accéder au rang des États émergents d'ici 2030, par quels moyens? On va en discuter avec Serge Kadima. Il est économiste de formation. Il est également cadre au PPRD. Monsieur Kadima, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on aura également sur ce plateau, s'il arrive à se tirer du piège des bouchons, Corneille Mulumba, il est de l'UDPS, il est de l'opposition républicaine, il a été aux concertations nationales, comme vous le savez. Alors, première question, cette révision de la Constitution annoncée et qui appelle tout naturellement un lever de bouclier dans les états-majors politiques de l'opposition qui, en quelque sorte, dit « nous y voilà », il fallait s'y attendre. Non, bon, je pense que c'est une agitation dans les camps de l'opposition parce que je considère que c'est une révision constitutionnelle et c'est normal que la Constitution de la République dispose dans son article 218 que la révision de la Constitution était possible parce qu'il est clairement défini, sinon consacré dans cette Constitution, que le président de la République peut initier une révision de la Constitution. Le gouvernement de la République, après avoir débattu et discuté au niveau du Conseil des ministres, peut aussi proposer la révision de la Constitution. Et c'est le cas actuellement. Et je pense que ce qui s'est tramé ou ce qui s'est dit par nos compatriotes de l'opposition relève de l'agitation. Alors, certains, dans leurs déclarations, y voient justement des manigances pour un troisième mandat de Joseph Kabila. Non, c'est comme ça que j'ai appelé cela agitation. J'ai appelé ça que c'est une agitation parce que je me dis que même le gouvernement de la République n'a pas encore publié, sinon n'a pas encore dit les articles qui seront révisés jusqu'à preuve du contraire. Alors, ils parlent de manigance. Est-ce qu'ils ont déjà lu le contenu du projet des articles qui sont proposés pour la révision? Je dis non. Ce sont juste des agitations comme d'habitude. Alors, ce sont des dispositions justement liées au processus électoral. Ce sera une sorte de réajustement pour permettre aux élections de se tenir dans les meilleures conditions. Selon vous, ça sera quoi? L'article lié au nombre de provinces, par exemple, parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas si les circonscriptions vont s'organiser autour des anciennes ou de nouvelles provinces. Oui, cette révision constitutionnelle proposée par les gouvernements vise les dispositions qui peuvent faciliter la tâche, sinon qui peuvent permettre à la CENI de bien fonctionner et de bien organiser les élections qui sont attendues par tout le monde. Et justement, ces élections qui se préparent et une grande polémique depuis la publication de ce calendrier des élections locales, municipales et urbaines. Une polémique à laquelle s'est invitée la communauté internationale. Il y a des diplomates qui ont organisé des rencontres, opposition, majorité, commission électorale. Résultat, une grande frange de l'opposition demande la suspension de ce calendrier partiel. Et ils sont portés en quelque sorte à bout de bras par la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas un désaveu de la CENI et du pouvoir en place? Madame, cette demande est anticonstitutionnelle. Vous savez, et la majorité, et l'opposition, ainsi que la société civile, nous militons tous pour le respect de la Constitution. C'est anticonstitutionnel dans la mesure où il n'est pas dit que la commission électorale indépendante est obligée de faire ce que demande la majorité ou bien ce que demande l'opposition, encore moins ce que demande la société civile. La CENI, c'est un organe indépendant qui organise des élections dans toute indépendance et définit les règles des jeux. Il n'appartient pas à un
camp, pendant que le jeu va commencer, à exiger ce que doit faire l'arbitre qui se trouve être la CENI. Je pense que cette démarche est anticonstitutionnelle et je me dis, comme tous les autres Congolais, que nous sommes en train maintenant d'aujourd'hui qui va être au pouvoir un jour, c'est-à-dire une thèse anticonstitutionnelle. Et la commission électorale, justement, est tenue de prendre des décisions après un consensus, après un dialogue avec les différents partenaires. Pas forcément, c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est consacré par la Constitution. C'est pas ce qui est consacré par la Constitution. La CENI, c'est un organe technique, on laisse à l'organe technique faire le travail. Et ça, c'est le point de vue de l'opposition, qui n'est pas forcément le point de vue de la majorité. C'est aussi le point de vue des bailleurs de fonds, de la communauté internationale. Non, il y a un problème. Ce sont des élections qui concernent la République démocratique du Congo. Et les bénéficiaires de ces élections, ce sont des Congolais. Et alors, je considère que... Ça concerne les Congolais, mais on a l'impression que c'est une histoire qui s'écrit dans les chancelleries. On ignore aussi si à l'initiative des opposants, ces rencontres. Bon, ce sont des impressions, mais vous savez, madame, qu'on ne peut pas interdire à la CENI de continuer à faire son travail malgré des pressions qui sont anticonstitutionnelles. Si ces pressions étaient constitutionnelles et que la Constitution de la République avait consacré... Venant de l'opposition, c'est de la pression ou c'est pour des raisons de consensus, de dialogue? Non, ce qui est important, c'est quoi d'abord, madame? Je veux aussi dire ici, sur ces plateaux, qu'on organise des élections pour consolider et renforcer la paix, la cohésion aussi. Il ne faudra pas ici qu'on donne l'impression que la CENI sera là pour faire plaisir à l'opposition, même si ce que l'opposition demande n'est pas la volonté de tout le peuple congolais. Madame, ici, sur ce même plateau, nous avions dit qu'il y a des bourgmestres qui sont illégitimes. Il y a des conseillers, on n'a pas des conseillers municipaux. C'est-à-dire que la légitimité ne concerne pas seulement les sommets. La légitimité ne concerne pas seulement le président de la République. La légitimité ne concerne pas seulement les députés nationaux. Même le maire de la ville doivent être élus. C'est-à-dire qu'on doit quand même chercher à responsabiliser, sinon à légitimer partout, dans toutes les entités, même décentralisées. Et je pense aujourd'hui, d'ailleurs, moi je suis étonné de voir que les gens qui, tous les jours, ici réclament le respect de la Constitution, dire à la télévision, dire à la radio que les élections urbaines, locales et municipales ne sont pas importantes. Ça c'est grave. Ça, c'est grave, madame. Pour cette opinion, il s'agit de commencer par les élections provinciales et sénatoriales qui, à leurs yeux, constituent les arriérés électoraux. Vous pensez que ce sont les véritables arriérés électoraux seulement par rapport aux sénateurs et aux gouverneurs de la ville? Je vous dis qu'il y a des reliquats des élections de 2006. Oui, il est vrai qu'en 2006, ni 2011, on avait organisé les élections locales. Oui, c'est comme ça que je dis les reliquats d'un cycle qui a été déclenché il y a 8 ans. Il faut terminer avec. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, madame, pour postuler comme des députés nationaux. Ils veulent participer aussi, ils veulent contribuer aussi à la marche de l'État à travers des structures décentralisées, notamment en étant conseiller municipal, en étant bourgmestre, en étant maire de la ville. C'est comme ça que l'on peut dire que le processus démocratique déclenché en République démocratique du Congo depuis un certain temps est en train de tendre vers sa consolidation. Alors dès lors qu'il y a ces reliquats, et les responsables politiques estiment que le fait que nous ayons des chefs de quartier illégitimes, le fait que nous ayons des bourgmestres illégitimes qui sont nommés par la volonté du gouverneur aujourd'hui, qui sont du reste illégitimes, et c'est pas important pour eux, ils veulent seulement qu'on organise des élections parce qu'ils ont des calculs politiciens. Madame, je pense que le bon sens voudrait que l'on laisse à l'organe technique organiser des élections pour permettre à ce que le peuple congolais vive la démocratie. Alors, Saskia Dima, on va revenir aux élections locales, municipales et urbaines. Il y a parmi les partis qui ont demandé la suspension de ce calendrier, le MLC qui a évoqué les contraintes financières, les contraintes techniques, les contraintes administratives qui n'ont pas encore été aplanies.
Non, je ne peux pas comprendre pourquoi la MLC doit réfléchir à la place de la CENI. Si la CENI aujourd'hui promulgue son calendrier, c'est parce qu'elle s'est rassurée de disponibilité financière, matérielle et administrative. C'est-à-dire que j'ai moi-même suivi le président de la CENI lorsqu'il promulguait les calendriers. Administrative, on l'a dit plus haut, on attend encore les arrêtés sur les groupements. Oui, mais je pense que c'est le Parlement qui donne ces genres de moyens à la CENI. C'est comme ça que le gouvernement a tout de suite résolu de doter ces moyens-là au niveau de doter ces moyens-là à la CENI, en proposant la révision de la Constitution, qui va permettre à la CENI de fonctionner normalement. Et c'est normal, c'est logique. Et par rapport aux moyens financiers, nous avions suivi que le président Malo Malo avait dit que les élections vont s'étendre sur 10 exercices budgétaires. Alors, étant donné que dans les budgets, dans la loi financière de 2014, on avait déjà disponibilisé plus de 170 millions de dollars, et c'est normal que dans la loi financière de 2015 aussi, qu'on disponibilise même le même montant qui pourra couvrir, selon le président de la CENI, ces élections. Et parce qu'il a parlé de 300 millions de dollars pour organiser ces élections-là. Alors, je ne vois pas pourquoi le MLC, qui n'est pas l'organe organisateur de ces élections, pourra évoquer ces contraintes-là. Parmi ceux qui contestent ce calendrier, il y a ceux qui évoquent l'absence d'infrastructures pour accueillir justement les assemblées urbaines, etc. Oui, madame, si on doit dire qu'il n'y a pas des infrastructures pour accueillir ces élections-là, c'est-à-dire que nous allons évoluer avec ces cycles... Les assemblées qui vont découler. On va évoluer avec ces cycles qui ne pourra pas permettre à ce que les Congolais qui vivent dans les Congos profonds puissent aussi avoir des dirigeants légitimes. Alors, je pense que c'est un faux débat et la CENI va faire avec. On a eu des élections nationales et même là où ils sont tentés de dire qu'il y aura des problèmes des routes, il y a eu des élections présidentielles. S'il y en a eu pour les élections de la députation nationale et de la présidence de la République, pourquoi pas pour les élections locales, urbaines et municipales. Est-ce que nous n'allons pas au-devant d'une crise? En tout cas, je n'en vois pas, peut-être dans l'imaginaire de nos compatriotes de l'opposition. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de ces relations entre Kinshasa et Brazzaville à la suite des refoulements massifs des Congolais. Aujourd'hui, est-ce que l'image de la RDC ne s'en est pas trouvée diminuée, ternie? Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que plutôt la République démocratique du Congo qui a refoulé nos compatriotes et à travers des méthodes humiliantes, inhumaines, qui vont à l'encontre des droits de l'homme, qui peut peut-être avoir taché, qui doit avoir peut-être taché son image sur le plan international. Mais pour ce qui nous concerne, on a stoppé l'hémorragie à travers la diplomatie. Et aujourd'hui, je crois bien que la Commission a presque fini de travailler là-dessus et on pourra rendre peut-être public des résolutions communes, sinon conjointes entre les deux pays. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la justice internationale? Bon, je pense que les instances internationales doivent tirer des conséquences par rapport aux dispositions qui concernent les violations des droits de l'homme, comme ça a été le cas par les Congolais d'en face. Là, ce sont des individus ou c'est l'État congolais qui sera traduit en justice? Bon, il n'y a pas un État qui est prédisposé à traduire un autre en justice. Mais les instances internationales vont se saisir de ce qui s'est passé de l'autre côté, parce qu'il y a eu des choses inhumaines qui ont émaillé en fait l'opération du Congo-Brazzaville. Et je pense que par rapport aux dispositions et aux sanctions qui sont reprises, sinon reconnues, reprises ou bien reconnues dans les dispositions internationales, on tirera des leçons. 400 000 Congolais environ ont émigré en face. N'est-ce pas là le résultat d'une vie difficile ici chez nous? Je ne pense pas que ce soit le cas parce que même lorsque vous partez aux États-Unis, vous allez trouver qu'il y a des Français, il y a des Belges, il y a même des Allemands. Ce n'est pas pour autant qu'on doit dire que la vie elle est difficile en France, en Belgique ou bien en Allemagne. Et c'est normal et c'est logique.
Même chez nous au Congo, il y a même des étrangers qui sont ici, qui travaillent, qui ont même des visas de séjour et qui travaillent ici. Ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté leur pays parce qu'il y a des conditions difficiles. Notre actualité, c'est aussi peut-être ce gouvernement qu'on avait annoncé pour avant la fin de la session parlementaire en cours. Elle se termine dans 5-6 jours, si je ne m'abuse. Et sans gouvernement, à la majorité, vous trouvez ça normal? Vous PPRD, vous trouvez ça normal? Non, c'est normal dans la mesure où la personne qui est habilitée à désigner un Premier ministre, sinon à nommer les membres de cette équipe gouvernementale, c'est le président de la République qui avait dit lui-même que le gouvernement sera investi au cours de la session en cours. Et nous sommes les 10, la session prendra fin les 15. Alors c'est normal parce que nous sommes encore dans les délais et lui-même peut estimer pour une raison ou une autre, selon que les informations qui sont sur sa table, si il est important ou bien s'il est encore indispensable de former ces gouvernements avant les 15. C'est lui-même qui a cette décision et je ne vois pas où est le problème. C'est normal parce que la Constitution lui confère ces prérogatives-là. On passe à cette émergence qu'ambitionne la République démocratique du Congo d'ici 2030. Alors, il y a énormément de préalables avant d'atteindre ce cap. À l'heure actuelle, honnêtement, comment vous faites un état des lieux général de la RDC à 16 ans de ce cap? C'est vrai que nous sommes appelés à être un pays émergent en 2030. Et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas que nous allons nous autoproclamer pays émergent en 2030, mais s'il faut faire un état des lieux sérieux, je vous dirais, madame, que depuis 2001, un homme s'investit à travers des actes, il y a des actions, il y a des indications. Oui, en termes clairs, un pays émergent, ça veut dire un pays qui produit et qui exporte. Qu'est-ce que nous, on produit aujourd'hui madame, et qu'on exporte? Avant qu'on arrive là, il y a beaucoup de conditions qui peuvent nous amener à l'émergence. Si vous évoquez 2001, ça veut dire que ça fait non, 13 ans. c'était pour vous dire. C'était pour vous dire. Se prépare. Oui, évidemment, l'émergence, on ne se réveille pas un matin et on s'autoproclame pays émergent. Il y a des indicateurs. Aujourd'hui, il y a la stabilité macroéconomique, madame. Aujourd'hui, un pays émergent, c'est un pays... On connaît la chanson, stabilité macroéconomique, croissance à 2 chiffres, etc. etc. Oui, ça c'est la chanson. Maintenant, je suis en train de vous parler maintenant des faits. Je suis en train de vous parler maintenant de... À quoi ça rime si ça ne change en rien les réalités sociales? Madame, vous m'avez posé une question. Je pense que je suis en train de répondre. Vous avez dit que nous sommes appelés à être un pays émergent à l'horizon 2030, et c'est l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila. Et nous avons aujourd'hui stabilisé les cadrages macroéconomiques. Et madame, aujourd'hui, l'émergence du pays passe forcément par la réduction de la pauvreté, passe forcément par l'émergence de la classe moyenne. Et le président de la République est là-dessus. Vous l'avez suivi vous-même, le 23 octobre 2013, il avait déploré le fait que le peuple congolais ne se retrouvait pas dans le cadrage macroéconomique. Il avait dit qu'il fallait créer une classe moyenne. Alors lorsque le président de la République lui-même, qui lance l'appel, qui a cette volonté manifeste de nous amener à l'émergence d'ici 2030, il veut qu'il y ait des signaux forts qui accompagnent cette émergence-là. C'est comme ça que nous avons toujours dit, là maintenant je parle en tant que scientifique, que l'on ne peut pas prétendre parler de l'émergence dès lors que l'on n'a pas résolu le problème de la pauvreté. Et pour résoudre le problème de la pauvreté, notre croissance, en principe, c'est comme ça que nous disons, nous souhaitons même que le gouvernement qui viendra, le gouvernement de cohésion nationale, pourra travailler là-dessus pour que cette croissance économique qu'a enregistrée la République démocratique du Congo puisse être propoère, c'est-à-dire puisse être avantagé pour le pauvre en réduisant la pauvreté. Que cette croissance puisse créer de l'emploi. On ne peut pas prétendre arriver à être un pays émergent dès lors qu'on a un taux de chômage très élevé et on les garde à ces niveaux-là. Alors pour arriver à être un pays émergent... 90% des chômeurs. Pour arriver à être considéré comme un pays émergent, nous devons forcément améliorer la qualité du système éducatif.
Parce que l'émergence passe aussi par la qualité de la formation, de l'enseignement. Le système éducatif, la recherche scientifique. Tout ça, c'est englobé, sinon c'est... La recherche scientifique à laquelle n'est allouée aucune ligne budgétaire. C'est comme ça que nous disons que le gouvernement de cohésion nationale, qui sera bientôt formé, va s'investir pour améliorer tout cela, améliorer les systèmes éducatifs. Et quand je parle du système éducatif, il y a aussi la recherche, il y a l'enseignement, il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. Et on ne peut pas atteindre l'émergence dès lors qu'on n'a pas amélioré les systèmes sanitaires du pays. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les taux de mortalité infantile de notre pays, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser là-dessus. Et je pense que c'est comme ça que le gouvernement de cohésion nationale va doubler d'efforts, faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour résoudre ce genre de problèmes. Alors, madame, il y a autre chose. Je salue aussi le fait que le président de la République s'investit pour qu'on puisse assainir le climat des affaires. Okay, parce que l'émergence du Congo passe aussi par l'émergence de l'économie, du secteur de l'économie. Et c'est comme ça que le président de la République avait donné des instructions fermes pour qu'on puisse diversifier les secteurs de l'économie. Et c'est ce qui est en train d'être fait. L'adhésion de la RDC... diversifier, en quoi faisant? Diversifier, c'est-à-dire, d'abord, il faut d'abord relier les chefs-lieux de pays. Tous les différents chefs-lieux doivent être reliés. Et c'est comme ça que le président s'est, depuis un certain temps, investi dans la reconstruction des routes, dans la construction des autoroutes. Parce que cela va faciliter une chose. Vous avez posé une question par rapport à la production. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les statistiques, vous verrez que l'apport des importations sont de loin supérieurs à l'apport des exportations, ce qui est anormal. Alors, on ne peut pas parler de l'émergence... Notre économie est basée que sur les mines. Pas forcément, non, pas forcément. Parce que, madame, lorsque vous prenez les budgets... On n'exporte que les produits miniers. C'est comme ça que moi je suis en train de dire. C'est comme ça que moi je suis en train de dire. Et c'est même pas des produits finis, de surcroît. Madame, je suis en train de dire que pour arriver à l'émergence du pays, on doit arriver à relier les grands chefs-lieux. Pourquoi? Parce que nous devons arrêter de tout importer. Lorsqu'on relie les grands chefs-lieux, je pense qu'on ne va plus importer du riz qui vient, par exemple, de l'Asie. Dans les années 60, la RDC était le plus grand producteur de l'huile de palme. C'est comme ça que, depuis un certain temps, on a pris la résolution de diversifier les secteurs de l'économie. Et c'est la diversification de ces secteurs-là qui va booster la production locale. Et nous sommes sur cette voie-là, et le président de la République est déterminé. C'est vous l'économiste, dites-nous pourquoi le cadre macroéconomique ne résout pas les problèmes sociaux? C'est vrai que nous venons de très loin. Où se trouve le couac? Le couac se trouve dans la redistribution des richesses. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui en bénéficie au détriment de la majorité. Et le problème peut être résolu dans la redistribution des richesses. C'est-à-dire qu'on doit réduire les inégalités. On ne doit pas entretenir les inégalités. C'est ça les plus grands problèmes. C'est ça les plus grands problèmes. Il y a certes la croissance, mais une croissance qui n'est pas de qualité. Une croissance doit être de qualité. C'est-à-dire quoi une croissance de qualité? Une croissance qui permet à ce que l'on crée de l'emploi. Et lorsqu'on crée de l'emploi, on engage des Congolais. Et lorsqu'on engage des Congolais, on résout, tant soit peu, les problèmes de la pauvreté. Et c'est ça les souhaits et les soucis du peuple congolais. Comment créer des emplois maintenant dans un pays où il n'y a pas de millionnaires, où les banques n'accordent pas de crédit au privé? Non, madame, il faut d'abord organiser ce qu'on dispose. Lorsqu'on dit qu'il y a croissance, c'est-à-dire qu'il y a l'accroissement soutenu des richesses de l'État. Et parce qu'il y a l'accroissement soutenu des richesses de l'État, avec cet accroissement, l'État doit créer d'abord des conditions de création des emplois. Madame, vous avez vu, je ne vais pas revenir sur cette énormité, vous avez suivi les différends qu'il y a eu entre l'État et les secteurs privés. Alors, dans tous les pays qui sont appelés à être appelés pays émergents, il y a ce qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. C'est indispensable et c'est comme ça parce que c'est le secteur privé qui crée plus d'emplois que l'État congolais. Alors, dès lors qu'il y a un problème entre les partenaires, parce qu'ils sont obligés d'être des partenaires, lorsqu'il y a des problèmes comme ça, ça stoppe aussi, ça étouffe
aussi la création de l'emploi. Parce que lorsque vous suivez, par exemple, vous avez posé une question à laquelle je dois répondre, qu'est-ce qui bloque? Lorsque l'on étouffe les secteurs privés, c'est-à-dire qu'on étouffe aussi l'emploi. Il y a trop de taxes, semble-t-il. Oui, et c'est comme ça que le président de la République avait demandé qu'on puisse assainir. On a créé les guichets uniques à la création de l'emploi. C'était pour éviter certaines choses. Il y avait des taxes qui étaient perçues peut-être parfois de manière illégale. Alors je pense qu'avec les guichets uniques intégrés, qui sera opérationnel d'ici là, ces problèmes-là seront résolus. On tend vers la fin, une conclusion? Non, la conclusion par rapport à l'émergence du pays, c'est une réalité, c'est possible, et cela dépend des Congolais. Ça ne dépend pas de nos dirigeants, ça dépend de tout le monde, parce qu'il faut une action commune. Tout le monde doit porter des siens là où il évolue, dans les différents secteurs d'activité nationale. Et cet appel du chef de l'État doit être considéré comme un appel qui pourra résoudre beaucoup de problèmes au niveau du Congo. C'est-à-dire que tout le monde doit faire le nécessaire dans les différents secteurs d'activité. Il faut une action commune. Il faut que chacun de nous soit responsable dans ce qu'il fait, dans son domaine d'activité, pour concourir à cette action. Mais c'est vrai que c'est le gouvernement de la République qui doit poser des bases, qui doit rassurer les uns les autres, qui doit assurer les investisseurs qui doivent venir de l'étranger, qui doit assurer les compatriotes du pays. Donc, par rapport aux élections, je considère que l'essentiel est qu'il y a beaucoup de gens qui se préparent déjà pour aller aux élections. J'ai vu beaucoup de jeunes nous contacter parce qu'ils veulent être des candidats conseillers municipaux, ils veulent être des candidats maires de la ville. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment maintenant prédisposés à aller aux élections. Et cet exercice-là est indispensable. Je demande aux responsables politiques de l'opposition de donner aussi cette chance aux personnes qui n'ont pas les moyens comme eux, parce que pour la plupart, ce sont des gens qui étaient aux affaires. Et aujourd'hui, ils ne sont pas aux affaires. Ils ont des moyens pour postuler comme députés nationaux, comme président de la République. Il y a des gens qui n'ont jamais été aux affaires, mais grâce à leurs propres économies, ils veulent aussi tenter la chance comme des conseillers municipaux, comme des bourgmestres. On donne aussi la chance à ceux-là qui sont intelligents, qui sont allés à l'université, mais qui veulent servir l'État en étant député provincial, en étant conseiller municipal, en étant maire de la ville exercé. Et vous-même, vous êtes candidat à quoi? Je suis candidat à l'encadrement de ceux-là qui veulent devenir des députés, des conseillers municipaux et bourgmestres. On ne verra pas des portraits géants de vous placardés dans la ville? Non, il n'est pas dit que tout le monde doit être conseiller ou bien maire de la ville. Je suis là, je vais encadrer les jeunes qui veulent devenir des conseillers municipaux. Alors, c'est une question qui me revient. Vous avez parlé des investisseurs qui sont attendus au pays, mais les investisseurs ne peuvent pas venir. Les investisseurs crédibles ont du mal à venir du moment que les agences internationales de cotation nous notent mal. Oui, c'est comme ça qu'il y a cet appel du président de la République, que le gouvernement de la République, particulièrement le gouvernement de cohésion nationale qui sera mis en place, doit s'investir pour que nous puissions retrouver notre place. Merci beaucoup, Serge Kadima, cadre au PPRD et économiste de formation, d'être venu dans ce débriefing. Corneille Mulumba n'est pas arrivé avant de monter sur ce plateau. Il nous disait qu'il était pris au piège dans un gros bouchon. C'est que partie remise. Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.